Bonjour à tous et bienvenue dans nos cafés perspectives. Bonjour à toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir Christian Benatoko, qui est artiste, un artiste engagé, originaire du Congo. Christian, bonjour. Bonjour Moa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je te présente rapidement les cafés perspectives. C'est une rubrique en fait de notre groupe de réflexion Perspective Afrique que nous faisons régulièrement. Nous donnons la parole à des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, des acteurs intellectuels, des acteurs dans le milieu de l'artistique, du culturel, pour nous donner leur point de vue sur la situation africaine et ça nous permet aussi de découvrir leur univers. Donc, est-ce que tu es d'accord pour te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Merci déjà pour l'invitation. Euh, Merci pour la parole aussi. Bon, ça a toujours été une dure épreuve pour moi de me présenter. En fait, je suis d'abord Christian Benatoko, euh, fils de Togo Diasso Kwama Joseph, paix à son âme, qui fut théologien, et de Ntieto Nzinga Pauline, infirmière de carrière, que je salue depuis Kinshasa. Et après être sorti de mon père et de ma mère, je suis devenu un enfant et puis un ado, puis un homme qui aujourd'hui évolue dans le métier des arts du spectacle vivant. Donc je suis comédien à la base, puis j'ai embrassé plusieurs autres disciplines des arts du spectacle vivant, comme les contes, le chant, la musique avec la guitare, les percussions et autres. Et je suis aussi metteur en scène. Je suis ingénieur en mise en scène. Là, je suis en train de partir sur mon master. ITT, tout ce qu'on a là, on aurait fini cette épreuve-là, on serait passé à autre chose. Et encore, je suis performeur, donc je suis en deux mots un couteau suisse. Donc pour faire court, parce que souvent ça fait trop. Donc pour faire court, je suis un couteau suisse, mais aussi depuis le 13 août dernier, je suis le fondateur et le directeur artistique de la compagnie Maloba. D'accord. C'est quoi la compagnie Maloba, Christian? Est-ce que tu peux nous en parler? Parce on ne sait pas, nous, enfin, je sais hein, que c'est une structure composée d'artistes, etc. Mais est-ce que tu peux en parler aux personnes qui nous écoutent? Oui, effectivement, la compagnie Maloba, déjà Maloba veut dire parole au pluriel en lingala. Donc la compagnie Maloba a pour vocation de porter les paroles de toute ou de chaque discipline artistique à travers différents publics. Donc on est dans la conception, la création, la diffusion, aussi dans la médiation et dans la transmission des arts du spectacle vivant, et dans toute sa diversité. Donc, on existe depuis le 13 août 2020. Chouette. Donc, depuis le 13 août, on existe. C'est porté par trois personnes. Moi, je ne suis que la personne qui vient après. C'est porté par Malika Wada, qui est la présidente, par Tony Maungu, Kiara Maëlys, qui est la trésorière, et oh, il n'y a que des femmes. Et c'est le mois de la femme, c'est normal. Et Tricia Mengue, qui est la secrétaire. Donc du coup, on est une toute petite jeune asso qui commence à faire ses tout premiers pas. Et puis on essaye de ne déjà pas mourir parce qu'on vient de naître. Très Donc bien, c'est un peu merci. ça la compagnie Maloba. Très ambitieuse, un peu comme son porteur de projet. Et nous sommes déjà en train de nous lancer comme ça, tout
en essayant un peu de bouger les lignes avec, avec un festival très ambitieux, un festival festival international africain des performances que nous sommes en train de travailler pour que sa mise en place se fasse en septembre 2021, l'édition 0. D'accord. Merci beaucoup de cette présentation. Alors, la thématique aujourd'hui nous intéresse beaucoup. Musique et politique en Afrique. On a remarqué que il y a des grands musiciens africains de toute origine qui, à un moment donné, ont composé des musiques très engagées envers la politique pour essayer de dénoncer certaines injustices, certaines inégalités, certaines discriminations, certaines mauvaises gestions des affaires politiques, économiques du continent africain. Toi, tu es un artiste engagé. Comment ça se fait que ces musiciens qui sont issus des peuples qui sont discriminés aujourd'hui décident à un moment donné de composer des chansons pour éveiller les consciences? Comment tu l'expliques en fait? Déjà, je sais pas. Souvent, c'est les autres qui disent de moi que je suis un artiste engagé. Moi, je prends tout simplement, je me dis, c'est quoi en tant que citoyen un engagement. Donc, je pense qu'en tant que citoyen, et je ne me dois que de faire ou de jouer mon rôle de citoyen. Donc, être utile à la société. Et ces artistes-là, je pense que déjà, toutes les révolutions, je pense les 3 tiers des révolutions sont partis des artistes ou d'œuvres artistiques ou lors d'une sortie parce qu'on a été voir un spectacle et que ça a fait que les esprits se sont bousculés et c'est parti. Donc, c'est pas étonnant moi personnellement, ça ne m'étonne pas. Je trouve ça normal que ça mouve de la sorte. Parce que nous avons besoin de ça, tant en Afrique, en Europe, aux Amériques, en Asie, en Océanie, d'une manière ou d'une autre. L'artiste est là. C'est pas anodin que nous sommes les parias de la société. Parce que les vrais artistes, ils interpellent. Les vrais artistes, ils sont là pour reprendre la place du philosophe qu'on craint. Parce que l'artiste, de par l'histoire, déjà, c'est le fou du roi. Il est là pour amuser la galerie, mais tout en interpellant tout un chacun. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on trouve peut-être sur le continent africain que les artistes s'immiscent dans la politique. Mais non, les artistes ont toujours été dans la politique et de la politique même. C'est pas anodin qu'on parlerait de politique culturelle aussi. Mais bon, bien que ça ne marche toujours pas, mais aujourd'hui, je vais prendre un cas précis et qui est très proche de nous actuellement, avec l'affaire Ousmane Sonko. Et je vois, parce que aujourd'hui, on va se dire que c'est carrément la musique urbaine qui se mêle de plus des affaires de politique et de la société, vraiment sur le continent. Parce que quand on écoute Free Sénégal qui bouge actuellement, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est tout simplement que l'artiste vit dans la société. L'artiste, c'est une éponge qui est sur la société. Et donc, il absorbe. Et quand il absorbe, à un moment, quand on vient, on presse et puis il y a tout simplement l'œuvre de l'âme qui sort et qui touche la sensibilité de tout un chacun. Et tout un chacun se reconnaît dedans. Et après, on va dire, ah ouais, les artistes, ils ont fait ça. Mais pourtant, nous, nous sommes juste le miroir de la société.
On sait se mettre face à la société et laisser la société se regarder et se remettre en question. Effectivement, sur le cas du Sénégal que tu viens de dire, c'est très illustrateur parce que la plupart des personnes et des personnalités qui ont permis à ouvrir l'actualité sénégalaise vers et de toucher plus de jeunes, ce sont les artistes, les rappeurs, les musiciens et même le grand groupe d'Aradi Family. Ils ont été très, très présents dans actuellement. Ils font des vidéos, ils republient même certaines chansons qu'ils ont composées il y a quelques mois avec leur dernier album, où ils dénonçaient un certain nombre de faits, notamment l'une de leurs chansons, Ça rend fou. Ils disent que l'argent rend fou, le pouvoir, l'argent rend fou, et que à travers cet accaparement du pouvoir et de l'argent de l'État, l'argent, on va dire, du citoyen, du peuple, certains dirigeants sont finalement devenus fous dans cette mauvaise façon de gérer leur pays. Mais en Afrique, il y a cette particularité quand on regarde. Il y a une particularité parce qu'en général, si ce n'est pas la musique urbaine, c'est les gens qui font du reggae, les artistes qui font du reggae, qui sont plus dans une vraie dynamique de dénonciation. Je pense à Tiken Jah Fakoly, à d'autres artistes, hein, Lucky Dubé, Tiken Jah, il y a Alpha Blondy, et puis oui, donc il y a ils sont nombreux et Lucky Dubé, paix à son âme. Tout donc, à fait. Donc, le genre musical reggae, c'est l'outil le plus utilisé en général pour dénoncer. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est parce que ça passe mieux avec le reggae ou juste la nature même du reggae musique, c'est en quelque sorte un moyen ou un type de musique qui permet de dénoncer certaines choses? Ben, c'est tout simplement l'accessibilité. Parce qu'il faut se le dire aussi, on a été à un moment apprivoisé par le système. Parce qu'on s'est dit, eh ben, on prend les arts, on rend ça élitiste pour qu'il y ait moins de monde qui aille vers l'art ou les arts. Et donc, du coup, ça fait qu'il y a certaines disciplines artistiques qui sont plus accessibles au commun des mortels que d'autres. En tant que théâtreux, je parlerai par exemple du théâtre. Il y a, moi, dans une autre vie, j'ai été médiateur de conflits, animateur d'activités socioculturelles, et j'étais très étonné de voir que j'avais des amis qui habitaient en face d'un lieu culturel ici, mythique de ce nom, et bien, qui ne s'y était jamais rendu. Moi, je dis, mais pourquoi ça? Et donc, du coup, cette récupération-là fait que les gens ne s'y reconnaissent pas. Et maintenant, quitte à l'artiste aussi de se dire, non, je ne fais pas que des projets qui confortent mon compte bancaire ou seulement mon compte aussi en tant que personne, mais aussi je fais des projets qui portent ma voix, qui portent la voix de la société et qui portent l'humain. En faisant ça, on arrive à se dire, eh bien tiens, on a trouvé notre point. Et donc, avec le reggae, avec le hip-hop et en tout cas la musique urbaine, c'est déjà une musique qu'on dirait qui est partie du ghetto. Mais bon, c'est chacun qui voit pour dire ça. Ghetto, ZUS, ZEP et compagnie, ce ne sont que des appellations. C'est les humains qui habitent dans un lieu. Donc, cette parenthèse, je la referme très vite parce que je n'ai jamais été d'accord avec ça. C'est le cri. C'est le cri du cœur. C'est le cri du cœur de ceux qui sont proches de la société.
c'est de la musique populaire aussi. Donc, c'est de la musique qui n'est pas élitiste, comme tu viens de dire. Là, il y a Chirlo qui nous a rejoint, qui est le président du groupe de réflexion Perspective Afrique. Chirlo Fall, tu vas désactiver ton micro. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien et toi? Ça va très bien. On est en direct, on était en train de discuter avec Christian Benatoko. Donc, on a commencé un petit peu à faire le tour de cette musique qui s'engage et qui s'intéresse à la politique. Donc, on te laisse la parole pour introduire. Bonjour, cher Christian. Bonjour, Charlot. Oui, bonjour, enchanté, puisque le thème est très actuel. Souvent, quand on parle des thématiques culturelles, l'engagement culturel, on pense souvent à la littérature, en oubliant la musique, ou bien la littérature ou le cinéma. Mais la musique a joué un rôle extrêmement important en Afrique pour faire bouger les lignes. Et raison pour laquelle moi, je vais m'appesantir sur le cas spécifique de la RDC, du Congo. Ah ouais. Et on s'est rendu, oui, la musique a eu à suivre étroitement le processus de l'indépendance de ce pays. On pense à Kaba Sele, African Jazz. Et après la prise du pouvoir de Mobutu, il s'est exilé. Et il y a eu le grand maître, le grand maestro, comme on dit, Franco, qui a eu à composer plusieurs chansons à la gloire de Mobutu. Et la question que je voudrais vous poser, c'est quel a été en fait l'apport décisif de la musique, bon, la musique moderne, on peut le dire, qui venait de naître, en fait, dans la consolidation du processus de l'indépendance du Congo. Et ma deuxième question est relative à la pratique des libanga, c'est-à-dire les musiciens congolais, prioritairement, au début, ils étaient très engagés, mais on a l'impression qu'à travers l'évolution, il y a eu une petite contradiction, si vous voulez. Par exemple, il y a une contradiction au niveau de leur engagement politique, mais aussi au niveau du rôle qu'ils doivent jouer à la société. Par exemple, la pratique du libanga consiste à dédier des morceaux aux hommes politiques ou bien aux hommes d'affaires, en tout cas des hommes très puissants, pour retirer des avantages. Est-ce que ça n'a pas écorné en fait leur engagement? Eh bien, merci. Merci. Déjà, je vais essayer humblement de répondre à ces questions parce que je suis congolais. Oui. Ah, merci. Je prends, mais je n'irai pas jusqu'à me dire, à donner un point de vue comme homme de la musique congolaise. Parce que moi, je suis un peu dans la musique globale, mais je vais donner un point de vue comme un artiste qui fait partie de la confrérie. Ah, donc, oui. je vais donner mon point de vue par rapport à par rapport à ça. Donc, comme ça. Déjà, pour commencer, avant, en 60, par exemple, 58, 59, 60 et bien avant, Kabasele Yampagna et les autres étaient des citoyens qui étudiaient, travaillaient et la musique c'était leur passion qu'ils faisaient après le travail. Ils se retrouvaient en club d'amis et puis on essayait des choses et puis on avançait. Ils avançaient sur des thématiques précises. Au fil du temps, par exemple, pour en venir à l'indépendance Tcha-Tcha en 60, qui est devenu par la suite l'hymne des indépendances des Afriques, eh bien, après l'indépendance Tcha-Tcha,
je veux dire même pendant l'indépendance Tchatcha, parce que dans la délégation, Lumumba, Kasavubu et les autres, ils avaient convié aussi les artistes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les artistes sont venus avec eux Oui. comme partie intégrante de la délégation politique. Donc les artistes étant venus là, un artiste, vu que c'est l'œil et l'oreille de la société, l'artiste a vu et l'artiste n'a reproduit que c'est qu'il avait vu. Et c'était table ronde, table ronde, table ronde, indépendant. Ouais. Et puis, parler déjà de la table ronde, après c'était parti. Indépendance, tcha-tcha, dozouye, Hogim Kwanza, tcha-tcha, et donc, après tout ça, ça fait tabac. Mais bon, un artiste reste indépendant. Ça, je sais pas, bah, c'est que les politiques qui comprennent pas ça. Ils se disent, on peut les acheter, machin, mais quand on est artiste dans l'âme, on reste indépendant. Il s'est fait que, avec le temps, il y a eu Mobutu qui est venu au pouvoir. Tu as parlé de Franco tout à l'heure là. Franco n'était toujours pas d'accord. Hein. Donc, Franco, un coup, il sortait des chansons contre Mobutu. Un coup, il sortait des chansons pour essayer un peu d'arrondir et de relativiser par rapport à leur rapport. Et donc là, quand il sortait des chansons contre lui, soit il était emprisonné ou il s'en allait en exil, ou alors il était là pour être obligé de... Bon, on dit, les gars, bon, on fait un truc comme ça pour doser. Il s'en prenait à tout le monde. D'ailleurs, c'est pas anodin qu'on l'appelait le grand maître. À part Franco, il y a eu aussi plusieurs autres, comme Taboulay aussi. À un moment, il est parti en exil. Et donc, oui, c'est arrivé à plein de musiciens, à plein d'artistes comme ça, qui partaient en exil. Donc, c'était devenu comme un jeu de ping-pong. Et quand ils avaient besoin d'eux, malheureusement, ils ne pouvaient pas se passer d'eux. Eh ben, il les rappelait. Il rappelait via des négociations et autres. Ah ben, ils étaient pardonnés, mais ils se retrouvaient aussi dans les geôles. Des fois, ils se sont retrouvés carrément emprisonnés. Oui. Et oui, carrément. Tout simplement, t'es artiste. Hein. T'es artiste, quand on t'enferme, mais bon, ok. Donc, et là, on évolue, on est déjà à Mobutu, on avance maintenant sur le système Libanga et compagnie. Mobutu, quand il avait repris le flambeau par rapport au Zaïre, au départ, c'était lui le grand mécène. C'était lui qui s'arrogeait de pouvoir avoir la main sur la culture. Donc, ça veut dire quoi? Parce qu'il savait que la culture était porteuse d'une cause et de son image. Parce que je ne sais pas si le Congo Zaïre ou d'autres pays, je pense Mao peut-être, si un président de la République a été aussi chanté, aussi dansé, aussi représenté sur les billets de banque que Mobutu. Et donc, il s'était avéré que le gars s'était arrangé de pouvoir, donc il était devenu en fait le poumon des artistes. Les artistes ne pouvaient respirer que par lui. Les artistes ne pouvaient, et donc les dissidents, ils se retrouvaient comme ils pouvaient se retrouver. Donc après, il s'est avéré que il ne finançait plus. Il sélectionnait 2-3 qui l'invitaient à ses galas, à ses fêtes, pour l'accompagner à 1-2 voyages et compagnie. Et donc, il a lâché la culture. Les artistes, tous azimuts, se sont retrouvés à se débrouiller. Donc, et en plus, il n'avait pas mis en place une politique culturelle qui puisse sécuriser l'artiste ou l'homme de la culture. Après ça, eh ben, il y a eu des gens comme Dokolo, le père de Syndicat, qui vient
décédé, oui. Sibika Dokolo qui est mort, un frère militant aussi, très engagé, paix à son âme. Son père qui était devenu un grand mécène. Il y a eu des hommes d'affaires et puis les politiques qui voyaient comment est-ce que Mobutu faisait. Donc, ça voulait maintenant dire quoi? Que pour qu'on me connaisse, pour que chaque peuple puisse connaître mon nom, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois payer un artiste, je dois lui payer, par exemple, son studio, pendant son album, eh bien, qu'il fasse des dédicaces de moi, de mes amis, de ma famille, et puis, comme ça, tranquille, on est connu. Et quand on est connu, n'oubliez pas que c'est que l'artiste dit, eh bien, la population le reprend et le scande sans même réfléchir. Donc, ça veut dire que dans la conscience collective, cette personne-là rentre et reste. Et bien, voilà pourquoi le système Libanga et compagnie, donc le système Libanga et compagnie, moi, j'ai des dédicaces, je n'ai jamais aimé ça. Pourquoi? Parce que je trouve que ça obstrue le message. Souvent, ça a un non-sens. Ça n'a même pas de sens. Ben, moi, je chante comme ça, je prends ma guitare, à un moment, je cite un nom. Pourquoi? Je me pose déjà la question, je cite cette personne-là, pourquoi? Ben, qu'est-ce que cette personne-là, déjà sa probité morale, c'est très important parce que moi, là, je parle de moi, quoi. Je parle de moi, j'ai une chanson Kabila, eh ben, Kabila, ben, je l'ai fait en 2016, tout simplement parce que, eh ben, Kabila voulait se taper un troisième mandat comme un enfant, un jeune, un enfant, carrément, un enfant, un garçon qui veut son troisième jouet. Son troisième jouet, ben, c'est son troisième mandat. Ben, donnez-moi mon troisième mandat. Et ben, le peuple a dit non. Et Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a tout fait. Il a tué, il a tabassé, il a emprisonné, il est allé de loin, mais le peuple avait dit non. Et grâce à ce non-là, il y a eu des artistes engagés comme Lexus Legal, Kinshasa, comme Alèche, qui n'arrêtent pas toujours cette musique urbaine dont nous parlions tout à l'heure. Eh bien, qui sont montés au créneau. Il y a eu la société civile, il y a eu les ONG de défense des droits de l'homme et compagnie. Il y a eu l'Église catholique avec la Synco, leur plateforme là. Eh bien, ça fait que, eh ben, en 2018, le gars, il s'est dit non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais plus me représenter parce que ça faisait tellement de bruit. La communauté internationale s'en est mêlée. Donc, c'est parti dans tous les sens. Et là, moi, je reviens sur la chanson Kabila. Eh ben, je me dis, ça se justifie que je dise à cet homme-là, dégage. Oui. Donc, comme j'aime joindre, j'aime pas trop parler. Je sais pas pourquoi. Kabila shuha kwanza, monda yako inaisha, nini yaisha ke, nini yaisha ke. Monsieur le Président, dégage. Dégage. Tu es arrivé au pouvoir en 2001, comme par enchantement. Inexpérimenté, connu de personne. Discret, mais la communauté internationale, dont la Belgique que je pointe du doigt, s'est permis de nous dire que tu étais le fils de Dieu que l'on attendait, le fils de Kabila, le père. Et pourtant, tu n'étais même pas son fils biologique. On nous a tout vendu. En 2016,
On n'a plus voulu de toi. Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu nous as tués. 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 Massacrés. 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 Kabila. Oyebela. Monda esili. Ninyangwa silakate. Ninyangwa silakate. Merci pour la pertinence des deux réponses. Une question avant que je redonne la parole à notre frère Mohamed. Mais la question, c'est relative à la cause. En fait, pourquoi les artistes sentent la nécessité en fait de chanter des hommes politiques ou bien des hommes d'affaires puissants? Est-ce que c'est pas lié au fait que le système de piratage est très développé, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas un système de rémunération. Par exemple, si les articles peinent à vendre en fait leurs disques, en tout cas, ils ne vivent pas de leur métier la plupart du temps. Que ce soit au Congo, au Sénégal, on a vu les années passées les articles chanter le président de la République durant les campagnes électorales. C'est évident aussi en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains. La plupart du temps, on a l'impression que les artistes s'adonnent aux plus offrants. Et c'est un peu dommage pour leur engagement culturel. Comment vous analysez tout cela, vraiment ce phénomène qui est propre désormais à beaucoup de pays africains? Déjà, je ne sais pas, en Afrique, il n'y a pas de politique culturelle. En tout cas, oui, ça c'est vrai. C'est ce que j'ai voulu souligner. Oui, à travers ce manque de politique culturelle qui les pousse à n'importe quelle pratique. Voilà. Je pars déjà sur base de ça. Pas de politique culturelle. Donc, ça veut dire que pas de soubassement. L'artiste n'est artiste que parce que le nom ou le mot a existé quelque part. Mais on oublie une chose. On a toujours été culturel et artiste en Afrique. Partout dans les capitales africaines, on ne vit et on ne vibre que par l'art et de l'art. Pourquoi un artiste, par exemple, chanterait-il une personne qu'il ne connaît pas? Déjà, je prends juste un élément de par sa probité morale. C'est tout simplement parce que la personne veut survivre. Elle ne veut même pas vivre, elle veut survivre et faire en sorte que les siens puissent vivre à travers lui ou à travers elle, la personne. Et cela fait que le politicien qui arrive à mal gérer, à exister de par la gabegie financière, à toucher aux caisses de l'État, à faire tout et n'importe quoi avec l'argent de l'État pour en arriver jusqu'au point de pouvoir prendre ça et donner pour que déjà il détourne, il escroque l'État et il ne justifie même pas tout ce qu'il prend. Et il dévie ça pour donner, parce que les artistes, il faut se le dire, ils prennent des miettes, parce que un artiste qui ne sait pas vivre de ses œuvres, c'est pas un artiste. C'est pas un artiste parce que cette personne-là, il y a cet aspect-là de l'œuvre que l'on crée qui est carrément quelque chose qu'on doit protéger. Et quand ce n'est déjà pas protégé, quand ce n'est pas déclaré, et quand ça part en plus, on écoute ça, on chante ça à longueur des journées, ou on va regarder ces œuvres-là à gauche et à droite, on revient,
mais on ne sait même pas, cette personne-là, après avoir reçu, je dis comme ça, hein, 10 000 euros, eh bien, un an après, cette personne-là ne sait même plus avoir des dividendes sur l'œuvre qu'elle avait faite. Eh bien, cette personne-là ne pourrait que retourner vers la personne qui lui avait fait miroiter et promis monts et merveilles. Donc, l'artiste est obligé. L'artiste, en Afrique, c'est pas qu'en RDC, moi j'ai des potes, heureusement, partout en Afrique, du nord au sud, d'est en ouest, donc j'ai des potes artistes, et à tout moment, j'arrête pas d'aller pour travailler avec eux, pour échanger, pour réfléchir, même à distance, c'est qu'il n'y a pas de politique culturelle. Et quand il n'y a pas de politique culturelle, aujourd'hui, nous, ici en France, moi je suis intermittent du spectacle, ça me permet de pouvoir non seulement réfléchir, travailler, mais avoir cette liberté-là de choisir avec qui, comment, quand et où je travaille. Et voilà pourquoi un artiste qui se retrouve dans ces conditions-là, parce que ça, c'est le travail des politiques, c'est pas le travail d'un artiste. Un artiste n'a pas ce temps-là. Moi, j'ai pas le temps d'aller voter les lois et compagnie. Moi, j'ai le temps de leur dire, nous, on a besoin de ça. On a besoin de ci, on a besoin de ça. Et quand c'est pas fait, eh bien, on se retrouve dans cette posture-là où on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, malheureusement, à un moment, il y a de ceux qui n'en peuvent plus et ils font tout et n'importe quoi. C'est tout ce que je peux dire. Merci, merci pour les réponses. Je redonne la parole au camarade Mohamed. Merci beaucoup, Jean-Claude, et merci de ces réponses. Il y a aussi un autre phénomène, toujours dans la musique et dans la politique en Afrique, c'est le phénomène de l'exil des artistes. Parce qu'il y a des artistes qui sont très engagés, qui ont un discours, moi j'en connais énormément, qui sont à l'étranger, qui sont mauritaniens, mais qui sont en exil, parce que quand ils étaient au pays, ils tenaient un discours qui est profondément politique pour dénoncer de la façon la plus claire et la plus virulente possible les pratiques de gouvernement, les discriminations, les injustices, la gabégie, les arnaques, la corruption. Donc, ils le dénonçaient de façon claire et partout. Donc, avec ce courage-là, dans un pays qui ne respectait pas les droits artistiques, qui ne mettaient pas de politique culturelle, comme tu viens de dire, et qui aujourd'hui se retrouvent en exil, mais continuent quand même leur art. Comment tu analyses cette situation? Est-ce que ces artistes-là doivent rester sur le terrain, continuer à faire ce qu'ils ont à faire, ou ils ont raison de s'exiler et de continuer leur art? Déjà, un artiste, c'est un citoyen du monde. Un artiste, c'est un paria. Dans l'histoire, les artistes, c'est pas anodin qu'on a une certaine mode de vie. et on n'appartient pas à une nation, nous. Nous, on est de ceux-là qui vont de terre en terre proclamer la bonne nouvelle. Donc, quand un artiste se sent déjà méconnu de par les siens, opprimé de par les siens, et à un moment, il va se dire, eh bien, déjà, de par ma personne, je ne me sens plus chez moi. Donc, quand on ne se sent plus à l'aise chez soi, eh bien, on va ailleurs. Si vous voulez pas de moi, nul n'est prophète chez soi. C'est pas anodin que ça a été sorti, ce truc-là. Si vous ne voulez plus de moi, eh bien, j'irai ailleurs. Je vais m'arrêter, je vais prendre ma guitare dans un coin, les gens vont s'arrêter, et puis ils vont me balancer 2-3 copecs, et puis je vais vivre, et puis je vais continuer à faire mon art et compagnie.
Et moi, malheureusement, je déplore ça. Je déplore ça pourquoi? Parce que l'Afrique n'a pas arrêté de perdre. C'est le seul continent qui n'a jamais compris. Là, on va sur les 61 ans, 62 ans des indépendances, que l'Afrique n'a toujours pas compris que tout le monde veut de l'Afrique sans les Africains. Et ça, quand les artistes arrivent à dire ça, et que la population entend, les politiques veulent faire taire les artistes. Tout simplement parce que eux, ils préfèrent avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mandats et rester vitam aeternae au pouvoir au lieu de faire un travail qui leur est demandé. Parce que quand on te choisit, c'est pas que toi, tu es le plus intelligent de tous. Non. On te choisit tout simplement parce que tu es à même où tu peux nous représenter. Parce qu'on te fait confiance. Eh bien, au bout d'un moment, si tu n'arrives pas, un, à nous représenter, deux, tu ne fais pas ce pourquoi on t'a demandé de nous représenter, eh bien, il y a de ceux qui ne seront pas contents qui vont te le dire. Parce que tout le monde ne va pas rester muselé à regarder et ne rien dire. Non, malheureusement, les artistes sont de cette race-là. Nous, on est de la race des gens qui voient des choses et qui le disent. On n'est pas de race des... À avoir côtoyé des artistes, notamment des rappeurs qui, jusqu'à présent, sont restés non seulement dans une sorte de dénonciation dans leur musique, mais aussi vivent en fait de cette situation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train juste de dénoncer les injustices ou la mauvaise gouvernance en Afrique, mais ils sont aussi dans la lutte active. Ils sont dans des groupes, ils sont dans des ONG, ils essayent de faire avancer concrètement les choses. Et je pense que c'est le travail de tout artiste engagé. Après, on peut accepter qu'il y ait des artistes, par exemple, qui ont choisi un certain type de musique qui ne demandent pas un engagement. Par exemple, le zouk ou le raga del sol, ce n'est pas des types de musique qui sont... On peut leur accorder ça. Bon, ça fait plaisir des fois de zouker sur, sur de la musique pour un peu oublier les choses. Mais bon, moi, c'est pas concrètement mon type de musique parce que j'aime bien quand c'est contestataire. Et même le rap, quand le rap est très contestataire, je pense que ça fait évoluer les mentalités. La plupart, moi personnellement, des artistes mauritaniens et sénégalais que je connais sont dans cette dynamique-là. Et c'est des gens qui sont extrêmement convaincus. C'est-à-dire qu'ils vivent ce qu'ils disent. On a vu, par exemple, quelqu'un comme Tiken Jah Fakoly, quand il a dit, quand il a fait la chanson « Quitte le pouvoir », il a eu des problèmes. Hein. Il a demandé même autant de Abdoulaye Wade, je pense. Il a dit Abdoulaye Wade quitte le pouvoir et il a été mis persona non grata au Sénégal. Donc, il ne pouvait plus aller au Sénégal. Donc, du coup, c'est vraiment le lien entre la musique et la politique qui fait ça. Et comme a dit Cherlo tout à l'heure, il y a des artistes aussi qui, au lieu de s'engager pour dénoncer certaines choses ou pour faire des musiques pour éveiller les consciences en Afrique, parce qu'on en a vachement besoin, tout le monde les écoute. Ils sont plus aux côtés du pouvoir, qui chantent pendant les périodes électorales, des musiques qui sont très, très connues. Cherlo ne me dira pas le contraire. Au Sénégal, je pense aux chansons Nune Lena, Galgi, je ne sais pas quoi. Oui, Pape et Cheikh, oui. Quand il y a eu, comment il s'appelait encore? Pape et Cheikh, voilà, Pape et Cheikh. Oui, Pape et Cheikh, oui. Avec Gorgui, avec Ablaye Wade, oui. Oui, cette chanson qui vraiment, jusqu'à présent, moi, je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Donc, il y a aussi cette façon de voir les choses. Moi, je suis un peu libre, en fait. Je pense que chacun est libre de chanter et de faire ce qu'il veut. Mais quand on est quand même un artiste, on a une certaine responsabilité. Christian, tu l'as dit tout à l'heure. C'est-à-dire, notre responsabilité, c'est qu'on a des personnes qui nous aiment et qui nous écoutent. Donc, le message qui doit passer, il doit passer dans l'intérêt du peuple, parce que l'artiste a une certaine responsabilité. Du coup, moi, j'ai une question là qui me vient en tête. Est-ce que tu as gardé des liens
parce que toi, tu es dans la diaspora, tu es artiste, tu agis aussi dans le social, hein, voilà, tu as ta vie aussi en Europe. Est-ce que tu as gardé des liens avec des musiciens qui sont sur place et qui sont aussi dans le même univers, dans le même monde que tu es? Ah ben, déjà, là, n'eût été ce que nous connaissons actuellement, en 2020, je serais allé en RD Congo pour animer des ateliers, pour échanger autour de ma pratique ou de mes pratiques sur le festival, un des biennales lancé depuis 2014, le biennale Yango. Donc, en 2018, j'y étais sur le festival Kinact, un festival des performances et autres. J'arrive même pas à trouver les mots. C'est difficile de ne pas garder le lien avec les amis. Par exemple, là, en principe, je devais être au Cameroun en ce moment-ci. Donc, hier, je devais être à La Rochelle si tout était bien. Et aujourd'hui, j'aurais été en route vers le Cameroun par rapport aux prévisions. Donc, du coup, on est en lien. On est en lien et puis on discute énormément et puis on échange. Je vais revenir sur un élément. Quand tout à l'heure, là, on a parlé de la chanson de Khaled Jeff en 60, c'était de la rumba. Mais cette rumba-là a fait non seulement danser, mais aussi parler et éveiller les consciences. C'est pas le style, c'est pas la discipline artistique qui fait en sorte que le public suive. Non, c'est comment on transmet le message. C'est comment on transmet le message, parce que nous avons cette attractivité, en tout cas certains. Nous avons cette attractivité-là de savoir comment mettre quoi où et pouvoir proposer. Quand tu proposes, c'est que derrière aussi il y a un travail. Parce que souvent les gens, quand ils voient une œuvre, ils se disent oui, il a pris ça comme ça, il l'a sorti, il a balancé. Non. Et donc c'est que pour répondre à ta question directement, je suis en lien avec les amis et de cœur même. Obligé. Je ne peux pas dire autrement, donc obligé. On est obligé. En plus, en cette période, encore plus, on est obligé de rester en lien, quoi. D'accord, merci de ta réponse. Effectivement, ça dépend évidemment du genre. La rumba, moi j'adore la rumba congolaise. J'écoute beaucoup, vraiment beaucoup. C'est un style de musique que j'aime bien, avec le style de musique guinéen, malien aussi, que j'aime bien, avec le caractère un peu mandingue, qui nous rappelle vraiment l'Afrique profonde. La rumba, justement, Papa Wemba, il disait, voilà, il éveillait aussi les consciences. Quand il chantait la chanson Travailler, prenez de la peine, c'est les fonds qui manquent les mots. Enfin, ça, c'est vraiment un message adressé directement aux gens pour les motiver à travailler. Donc oui, l'artiste doit être dans cette dynamique. Je vais laisser la parole à Cherlo, qui doit probablement avoir d'autres questions. Oui, merci, cher Mohamed. En fait, moi, je voudrais rebondir sur les rapports entre la musique et la politique en situation de post-conflit. On a vu ce qui s'est passé durant la longue guerre civile en Côte d'Ivoire. Alpha Blondy, le tonitruant reggaeman, a eu à sortir un morceau intitulé Armée française, allez-vous-en. Voilà, en son temps, ça a fait beaucoup de bruit, franchement. Et puis, le morceau a été repris. Et même les autorités françaises ont eu à réagir pour dire que, voilà, si l'armée française est en Côte d'Ivoire,
c'est parce qu'elle a été appelée par un gouvernement. Et puis l'armée française est là pour la stabilité sociopolitique du pays et non pour y semer quoi que ce soit. Et récemment aussi, on a vu ce qui s'est passé au Mali avec le chanteur internationalement connu Salif Keïta. Je pense qu'on ne le présente plus. Salif Keïta a eu à se démarquer de beaucoup de musiciens maliens en disant que si la crise au nord du pays persiste, c'est parce qu'il y a un acteur qui l'a voulu. Et cet acteur, lui, il l'a nommé. Il a dit que si la France le voulait, cette crise allait terminer sous 48 heures. Par conséquent, la responsabilité pleine et entière de cette crise, c'est la France. Mais comment vous expliquez ces prises de position extrêmement dures? C'est-à-dire que cette fois-ci, ce n'est plus les autorités au niveau national, mais c'est nos rapports avec les puissances extérieures. Et les musiciens s'impliquent davantage. Quelle est votre lecture quoi, de ces deux situations? En fait, voilà, comme dirait un peu Corneille dans le Cid, à vaincre sans peine, en triomphe sans gloire. Ah oui, bien dit. Moi, personnellement, quand on vient me dire vraiment qu'un artiste, après avoir créé une œuvre qui ressemble tout à fait, parce que nous sommes en écho à ce qui se fait. C'est tout simplement le son de ce que la France, le son de ce que, bon, parlons de la France par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au Mali, d'ailleurs, comment le vieux Salif pouvait s'exprimer autrement que de cette façon-là? Mais ça fait mal. Ça fait mal pourquoi? Ça fait mal quand on entend ce qu'on a fait. Non, ça ne peut pas faire mal. Ça doit faire réfléchir. Ça ne peut pas faire mal, ça doit faire réfléchir. En fait, c'est simple. C'est que les gens ne veulent pas se mettre face aux réalités des choses qu'ils font en bien ou en mal et se dire, tiens, de manière objective, ma part de responsabilité, c'est ça. Et donc, je fais ça pour réparer. Ça n'existe pas. Et quand certains font leur travail tout simplement et tout bonnement, en plus, il devait être payé pour ça parce que c'est pas son travail. Il devait être payé. Bah oui, tiens, un cachet parce que tu es venu nous conseiller. Ça, c'est un conseil. C'est un conseil. Et en plus, il a fait gratos. Il n'a pas été payé pour le conseil en question. Donc, il a dit une réalité. C'est une vérité. C'est comme ça. Nous connaissons tous l'opération Barkhane. Nous savons tous tout ce qui est perpétré au Mali depuis maintenant plusieurs années. Arrêtons de nous leurrer, pardon. Arrêtons. Soyons conscients et consciencieux et reconnaissons nos fautes. C'est ce qui manque aux uns et aux autres. Soyons consciencieux et reconnaissons au moins ce que nous faisons et nous allons moins accuser ceux qui nous interpellent au moins. Parce que nous, on ne fait que tirer la sonnette d'alarme. En tout cas, moi, j'ai fini. Hein. Effectivement, en fait, pour rebondir, cette fois-ci, ce sera en fait les rapports entre la musique et la politique, mais avec l'exemple de l'immigration. On sait que la plupart des musiciens qui critiquent sévèrement nos rapports, le déséquilibre de nos rapports avec certains pays étrangers, en fait, le font à leur risque et péril, dans la mesure où parfois on peut leur renouveler, on peut leur refuser le visa ou bien le renouvellement de leur séjour. C'est très compliqué. Et Alpha Blondy, même au cours d'une interview avec un journaliste de RFI, l'a dit, comme Alpha, le grand Alpha n'a pas sa langue dans sa poche,
il a dit que, ah bon, donc vous venez de savoir les drames que cause l'immigration avec la faillite de la gouvernance en Afrique. Et puis, il a dit, en fait, aux journalistes en question que ce n'est que le début, que ça va continuer. Voilà, cette vague d'immigration, ça va continuer parce que les jeunes n'ont aucun espoir en Afrique. Alors que là, on peut dire que c'est un travail d'opposant. Il parle même, ce n'est plus le musicien qui parle, mais le politique. Donc, la musique et la politique sont très liées. Vraiment, là, non seulement c'est le politique, mais c'est la prise de conscience à travers ces chansons. Donc, il profite de l'interview pour le dire très clairement. Tidiane Diafra-Koly a été interdit d'atterrir à Goma, en RD Congo, en 2015. Voilà, dans beaucoup de pays africains, même Fela, au Sénégal, depuis des années 90, là, les situations se multiplient, oui. Il était invité au festival Amani. Donc, là, je vous ai joué ma chanson Kabila. C'était par rapport à ça. Effectivement. Donc, nous, mais moi, je l'ai dit tout à l'heure, vous ne voulez pas de moi, eh bien, ou vous voulez m'expulser, vous me refusez un visa et machin et bidule. Hey! Si vous ne voulez pas de moi, ben on voudra de moi ailleurs. Oui. Nous sommes une matière grise. Et quand on sait qui l'on est, on ne se pose plus des questions sur où l'on va. Oui. Et c'est que ces artistes-là ont compris. Et aussi longtemps que l'on voudra l'Afrique sans les Africains, eh bien, on va se plaindre de la démographie, surtout africaine en Europe, parce que c'est ce qui va arriver et ça ne va pas s'arrêter de si c'est pas le Covid qui va arrêter ça, parce que on est là depuis un moment et pas par gaieté et bonté de cœur. Non, il faut se le dire. Et donc, quand les artistes quittent chez eux, quand le citoyen lambda quitte chez lui, eh bien, même dans comment on dit ça, cette charte universelle des droits de l'homme le dit, toute personne est libre de vivre où elle veut. Donc, qui que l'on soit, eh bien, on est libre. Pourquoi certains, dans un coin du monde, seraient des expatriés et d'autres des immigrés? Pourquoi? Oui, c'est une vraie question qui revient souvent, effectivement, mais moi, je pense que c'est dans la responsabilité des États africains aussi de donner la valeur aux documents de voyage africains. Parce que, effectivement, la réciprocité. Oui, quand on est un noir africain, on n'est pas également traité que quand on est un noir américain. Et pourtant, c'est deux noirs devant une même situation. Parce que derrière le noir américain, il y a la puissance du continent américain. Donc, effectivement, derrière le noir africain, il y a l'Afrique. Donc, si vous voulez, pour moi, j'aime bien voir les choses de la façon la plus lucide possible. Et il ne faut pas se tromper de cible. Nous, le problème, c'est que nos dirigeants ont mis à genoux le continent africain et c'est les premiers responsables. Les deuxièmes responsables, c'est évidemment les Africains qui n'arrivent pas à penser un modèle africain de développement. Et ça, voilà, je ne suis pas en train de... J'aime pas trop quand on se déresponsabilise nous-mêmes. On a vécu des choses qui sont horribles, qui est de l'esclavage et la colonisation, et on a été indépendant en moins de 70 ans, toute l'Afrique confondue. Et en 70 ans, on ne peut pas se lever quand on a vécu plus de 400 ans d'esclavage et plus de 200 ou voilà, plusieurs, en tout cas 200 ou enfin, 800 ans. 800 ans de domination. On ne peut pas se lever en 70 ans. Oui. En 70 ans. La responsabilité, c'est nous-mêmes. Oui. C'est nous. Et du coup, si vous voulez, j'aime bien citer
cet écrivain, ce penseur sénégalais, Phil Winsor, qui dit en fait que l'Afrique n'a rien à rattraper et qu'on ne doit pas se mettre dans une dynamique, par exemple, de rattraper les autres puissances, parce que dans un premier temps, on ne pourra pas le faire, on ne peut pas rattraper ce qui se passe ailleurs, et on n'a pas besoin de le faire dans un second temps. Il faut qu'on trouve nous-mêmes nos propres modes de développement. Et on a assisté, le peuple africain a assisté à la mort de ses premières élites politiques, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, des personnes qui ont été totalement exécutées, tuées, tout simplement parce qu'ils portaient cette idée de l'Afrique de autodéterminée qui peut se suffire de ses propres richesses, donc qui peut sortir de tout cela. Et toi-même, je pense, hein, tu as écrit une chanson, on s'est rencontrés à Radio Campus, tu avais composé une chanson sur Patrice Lumumba. Ce serait d'ailleurs superbe que tu nous la refasses, si bien sûr tu es d'accord. Mais je pense vraiment que nous devons, on a perdu aussi ce type d'élite. Aujourd'hui, tout ce que nous avons, ce sont des hommes politiques carriéristes qui ne sont là que pour accéder au pouvoir. Et malheureusement, des fois, utilisent les musiciens, parce que c'est ça le thème, pour faire passer le message. Donc, c'est un peu compliqué. Et en tout cas, voilà, c'est un peu compliqué. Chirlo, je ne sais pas si tu as d'autres questions pour peut-être en guise de fin, moi, je vais mettre l'accent sur perspective. À chaque fois, on nous le dit souvent, vous portez bien votre nom. On ne peut pas faire un diagnostic sans poser des perspectives. En ce qui concerne les perspectives, quelle politique culturelle en fait dynamique, innovante et très protectrice des musiciens que vous conseillez quoi, en tant qu'artiste? Quelle politique prônez-vous, que vous souhaitez en tant qu'artiste? Franchement, ce serait une politique culturelle qui permet à l'artiste africain de vivre de son art, mais aussi d'éveiller les consciences. Je vais tout balayer. C'était en 2015. Je venais de commencer un projet, Farafara. C'était, on était parti sur, non, j'étais parti dans ma tête sur une idée d'une comédie musicale. Et après, avec Verity Productions, Malik Gay, on a ajusté pour trouver ce qu'il fallait par rapport à l'œuvre que l'on devait restituer. Il y a eu le texte d'Alice Carré qui était sorti et publié par la suite. Mais un ami m'avait interpellé tout en me disant « Arrêtons d'être misérabilistes ». J'ai dit « Moi, je ne suis pas misérabiliste. Je suis celui-là qui essaye de rappeler aux uns et aux autres de ne pas s'oublier. Moi, c'est tout ce que je peux faire et je sais faire. Donc, si on veut venir sur une politique culturelle en Afrique, il faudrait d'abord que les Africains, il faudrait d'abord que les politiques, les artistes africains se mettent ensemble pour revaloriser et redynamiser le secteur culturel. En France, rien que la culture, tous les ans, c'est 5 milliards minimum des revenus. Sans que quiconque ne puisse bouger, aller à gauche et à droite. Non, juste par tout ce qu'on a, spectacle, machin et bidule. Exposition au minimum par an. Et imaginez-vous maintenant. Imaginez-vous avec cette richesse culturelle que nous avons tous azimuts, où un enfant qui est né déjà aujourd'hui, demain, même en pleurant, il chante. Donc, il serait important que l'on se rende compte de tout ce que l'on a comme potentialité.
Nous, chez nous, la politique culturelle, c'est en deux qu'on peut régler ça. Que l'on mette déjà des structures en place qui sauraient gérer un peu les œuvres des artistes et par la suite les rémunérer pour faire en sorte que ces artistes-là vivent de leur travail, qu'ils ne soient pas dépendants d'eux, X ou Y, politique soit-il. Et après ça, eh bien, nous allons pouvoir nous regarder droit dans les yeux pour se dire, tiens, on y est parvenu. Donc la politique culturelle ou la perspective de l'autonomie de l'artiste sur le continent ou hors du continent, parce que on peut y être sans être. Donc cette politique-là dépendra aussi beaucoup de l'artiste lui-même, mais en concomitance avec les politiques. Merci beaucoup, Christian, de cette réponse. On arrive à la fin de l'émission. Il nous reste 6 minutes. Cherlo, si tu n'as pas d'autres questions, on va laisser Christian nous faire une petite note de fin. Comme ça, on finit. Mais je n'ai pas pratiquement aucune question. Sinon, remercier très sincèrement Christian, vraiment, voilà, vraiment pour avoir accepté de débattre avec nous. Vraiment, un très grand merci de la part de Perspective Afrique que j'ai l'honneur de présider. Merci, frère moi. Eh bien, merci aussi à Perspective Afrique pour ce beau moment. Nous allons essayer un peu de voyager et nous retrouver en 60. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, merci. Mes frères, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, enseignent à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Cette indépendance du Congo, cette indépendance des Afriques, si elle a été proclamée aujourd'hui en entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom n'oubliera jamais que c'est par la lutte qu'elle a été acquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Christ Emery Lumumba. Merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci infiniment, Cherlo, également, qui je rappelle est le président du groupe de réflexion Perspective Afrique. Merci infiniment de nous avoir accordé ce moment de partage qui nous a permis d'en connaître davantage sur toi. Si tu as une actualité à annoncer, tu peux le faire. Voilà, ou alors nous transmettre tes informations. On va le partager, bien sûr, sur notre page Facebook. Merci beaucoup, moi, déjà. Merci à Perspective. Là, comme je le disais d'entrée de jeu, nous sommes en train de préparer le Festival international africain des performances avec comme objectif de réoccuper la place publique. Donc, des performances tous azimuts dans Bordeaux au mois de septembre. L'idéal, c'est de pouvoir mettre en lumière
les artistes indépendants africains néo-aquitains, ça sonne bien, et aussi ceux, d'ailleurs, c'est pas anodin qu'on a appelé ça international. Donc là, nous sommes en train de chercher des sous, parce que un artiste ou l'artiste, le travail, le métier d'artiste est un métier. Donc nous sommes en train de chercher des sous pour arriver à rémunérer les artistes et à faire en sorte que cet événement-là puisse voir le jour et que ça puisse se faire. Donc la compagnie Maloba que je représente aujourd'hui est là et en quête aussi des partenaires pour pouvoir avancer autour de ce grand projet qui va non seulement mettre en lumière les artistes, mais aussi mettre en lumière un continent qui fait vivre aussi un territoire. Donc moi, j'ai pas honte de le dire. Bordeaux a une histoire avec nous et nous avons une histoire avec Bordeaux. Donc nous devons, dans un sens comme dans un autre, faire en sorte que nous puissions nous mettre main dans la main et avancer ensemble. Mais, comme j'ai toujours dit, la différence, c'est une richesse. Merci. Tout à fait. Et comme dit Amadou Ampateba, la beauté d'un tapis dépend de la diversité de ses couleurs. En tout cas, merci beaucoup pour… Effectivement. Et à bientôt, à très bientôt. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci. Merci infiniment et bonne soirée. Merci, moi, à très bientôt. Merci, cher Christian. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.